Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour du MacBook Pro 16 pouces. Alors si c'est pas déjà fait, je vous invite à revoir donc le déballage de la machine, évidemment nos impressions au niveau des spécifications. Aujourd'hui on va parler vraiment de l'usage au quotidien puisque ça fait une petite semaine donc que j'utilise cette machine après avoir eu un 15 pouces, donc ça change un petit peu. Et puis on va surtout tester ce modèle qui est quasiment le plus puissant puisqu'on a le GPU le plus haut de gamme, on a le CPU le plus puissant. Alors on n'a pas tout ce qui est RAM SSD, il a que 32 Go et puis un SSD de 2 Tera, mais c'est déjà pas mal pour vous fournir donc des tests. C'est ce qu'on va aller voir dans cette petite vidéo. Alors pour commencer, je voudrais vous parler de cette machine au quotidien puisque là ça fait une semaine que je suis passé donc du 15 pouces au 16 pouces et je pensais pas que l'augmentation des dimensions, qui est quand même relativement faible, on passe de 15 pouces et demi à 16 pouces, on gagne 200 grammes au niveau du poids, on gagne un petit peu d'épaisseur, et bien pour autant je trouve qu'on a carrément changé de paradigme, on est vraiment sur une machine qui est beaucoup plus grosse, qui est beaucoup plus lourde, et même quand vous la prenez dans les mains comme ça, vous sentez si c'est le 15 pouces ou le 16 pouces. Donc voilà, avant d'acheter ça, prenez bien ça en compte quand même, si vous êtes sensible entre par exemple le 13 pouces et le 15 pouces. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les ordinateurs vraiment très transportables. Là on a quand même une grosse masse, on n'était pas habitué à voir les ordinateurs grossir chez Apple, d'autant que là ça remplace vraiment les modèles de 15 pouces. Alors pour autant c'est agréable, moi je trouve que dans Final Cut, dans Photoshop, quand vous avez beaucoup d'espace comme ça, c'est vraiment très sympa. Un demi-pouce de plus, bah ouais, ça fait un petit peu moins étriqué là avec les bords un petit peu plus fins, mais pour autant si vous la mettez par exemple souvent sur vos genoux, ça fait quand même une grosse bécane, ça chauffe et tout, donc c'est vrai que même à tenir 200 grammes de plus, là ça fait quand même un beau bébé. Donc voilà, vraiment à prendre en compte, surtout si vous hésitez avec le 13 pouces. Bon évidemment je suis obligé de vous parler du clavier puisque là ça fait une petite semaine que je l'utilise et c'est vrai que je vois vraiment la différence par rapport au clavier papillon. Donc je vous rappelle qu'Apple a changé le mécanisme, déjà les touches elles sont plus profondes, il y a plus de courses, alors ça je trouve ça plus agréable puisqu'on se rapproche en fait plus d'un clavier de bureau, il y a moins de différence entre les deux et du coup c'est plus facile de passer de l'un à l'autre. Je trouve aussi qu'on accroche moins les touches, sur le précédent les touches étaient très rapprochées, ici elles sont un petit peu plus espacées, donc là aussi on retrouve vraiment cette frappe donc du clavier de bureau. Alors au niveau du bruit, pour moi c'est à peu près kiff-kiff, Apple avait fait beaucoup d'efforts depuis 2018 sur le bruit, et puis là on retrouve finalement un clavier classique, si vous avez un clavier d'iMac, ça sonne à peu près pareil. Je trouve qu'elle vibre un petit peu plus, voilà, puisqu'il y a plus de courses, elles sortent un petit peu plus, mais pas de différence fondamentale non plus. Alors un point aussi c'est le rétroéclairage puisque ici on a un système qui change complètement puisque le mécanisme a changé en dessous. Alors je trouve qu'il est un petit peu moins fin qu'avant, c'est-à-dire que la lumière elle sort un petit peu plus autour des touches, voilà, ça fait un petit peu moins haut de gamme, mais pour autant elle s'éclaire mieux dans la nuit, on voit quand même un petit peu mieux les touches. Et puis certains trouvaient que c'était du détail, mais moi je trouve que ce positionnement des flèches qui permet de ne pas regarder ses mains, c'est vraiment indispensable, surtout dans les jeux. Et puis bien sûr le retour de ce bouton Escape, franchement moi j'en avais marre de savoir si j'avais cliqué ou pas sur cette touch bar. Donc voilà, un bilan quand même très positif pour ce clavier, même si on a l'impression un peu de revenir en arrière avec quelque chose qui est un petit peu plus roots, mais qui est plus efficace finalement pour taper, et c'est ce qu'on demande à Apple, de la fiabilité et de l'efficacité. Alors maintenant on va parler des performances, et on va commencer par le processeur, même s'il ne change pas cette année, là on a toujours la puce la plus puissante, mais c'était la même qu'on avait donc au printemps. À un détail près, c'est qu'Apple nous dit que la ventilation est plus efficace, si bien qu'on brasse beaucoup plus d'air, plus 20-30% avec des ventilateurs donc qui tournent beaucoup plus vite. Alors je vous rassure, ça fait pas beaucoup plus de bruit, mais on y reviendra juste après. En tout cas, c'est censé nous offrir donc 12 watts de plus sur la puce, qui est quand même énorme sur un processeur. Alors théoriquement, on devrait avoir donc plus de performance avec la même puce. Donc ce qu'on a testé un petit peu sur Geekbench, Cinebench, donc qui sont des logiciels de bench. Alors voilà, ils durent une vingtaine de secondes, c'est vraiment le pic de performance. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas tellement de différence finalement aux modèles qui sont sortis donc au printemps. Alors il y a des gens qui arrivent à avoir plus ou moins des différences, mais il faut se méfier puisque c'est lié aussi beaucoup à la température de la pièce. Au moment où vous renez votre bench, par exemple, il faut que la machine soit bien froide aussi. Nous, on l'a fait pas mal de fois pour avoir donc des tests qui sont assez cohérents. Alors on voit aussi que cette machine a toujours des problèmes thermiques, c'est-à-dire que évidemment si vous faites le test 10 fois de suite, les performances commencent à baisser un petit peu. Alors elles s'effondrent pas non plus, là on reste quand même sous les 3 GHz, mais avec un turbo à 5 GHz, vous voyez que la différence reste quand même importante. Donc voilà, méfiez-vous de ces logiciels de bench. En tout cas là pour l'instant avec juste Cinebench, Geekbench, on a du mal quand même à vous dire s'il y a vraiment une montée en puissance ou pas. Alors maintenant on passe aux logiciels entre guillemets de la vraie vie, sur lesquels on peut faire des vrais tests beaucoup plus longs, beaucoup plus gourmands, et je vais commencer par Logic qui utilise donc que le CPU, pas du tout le GPU. Et là j'étais assez impressionné puisque sur notre test on a gagné 15 pistes. Donc d'habitude pour gagner 15 pistes je vous garantis qu'il faut des fréquences supplémentaires, et là c'était assez fabuleux puisque les fréquences étaient bien maintenues et avec la même puce, donc on est beaucoup plus performant. On vient même talonner un l'iMac 5K qui est quand même beaucoup mieux refroidi. Et puis c'est vrai que ici on n'a pas du tout de risque d'avoir le GPU qui va surchauffer à côté. Donc vraiment là Apple a tenu ses promesses dans Logic, dans ce test évidemment bien spécifique. Je vous ai aussi fait des tests sous Final
Final Cut Pro sous Resolve. Alors vous voyez, Resolve, je vous ai pris des tests qui sont très dépendants du CPU. Vous voyez ici le passage de 6 à 8 cœurs qui a vraiment tout changé. Mais là, cette année, on n'a pas gagné une seconde. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les programmes ne sont pas ultra optimisés. C'est-à-dire que là, ça n'utilise pas 100% des ressources du processeur. Donc c'est pour ça qu'on a un petit peu les mêmes résultats. Alors sous Final Cut, là, c'était un petit peu différent. On a un test qui monopolise beaucoup le CPU. Alors bizarrement, Apple n'a pas optimisé le GPU pour tous ces tests ici, des contrastes et de flou. Pourtant, on se dirait, tiens, ça pourrait être très dépendant du GPU. Et là, vous voyez qu'on gratte encore quelques secondes. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais 10% plus 10%, petit à petit sur des gros rendus, c'est quand même assez important. Alors je terminerai avec un autre test sous Premiere Pro. Quand vous faites un export H264 sous Premiere Pro, il utilise que le CPU, c'est-à-dire même le GPU interne pour encoder en H264. Et là, vous voyez qu'on a gagné 5 secondes sur un test de 50 secondes, donc là encore avec le même processeur. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant, effectivement, de voir que la puce est bien ventilée et qu'elle permet donc d'aller beaucoup plus vite. Bref, sur la partie CPU, pour moi, Apple a tenu largement ses promesses. On est vraiment avec des gains supplémentaires avérés. Évidemment, il faut que le programme en tire parti. Il faut aussi qu'on soit sur des tests là qui sont vraiment centrés sur le CPU. On verra que quand il y a le GPU qui s'en mêle, c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour ceux qui ont des gros besoins en CPU. Alors on passe à la partie graphique. Je vous remets le petit tableau que je vous avais expliqué la dernière fois pour vous montrer donc les gains espérés autour de 20 à 30% par rapport à la Vega 20 qui était la carte haut de gamme en option sur les modèles précédents. Et puis des performances surtout doublées par rapport à la 560X qui était présente depuis un an entre guillemets plus ou moins en standard. Donc vous voyez que ces résultats on les retrouve totalement dans Geekbench 4 sur le petit test métal. Donc ça c'est vraiment très encourageant, 2 fois plus performant que la 560X. Moi je trouve ça absolument énorme. Alors sur du OpenGL qui est une vieille techno là sur Cinebench, je vous l'ai mis juste un petit peu voilà, pour rigoler, mais c'est pour vous montrer qu'il y a quand même des gains même s'ils sont moins importants. On va voir juste après que c'est un petit peu différent dans le GPU dans les jeux, mais en tout cas là d'un point de vue théorique, Apple nous a pas menti, malgré des fréquences qui sont quand même un petit peu plus basses que les fréquences préconisées par AMD. Alors les jeux, il y en a beaucoup qui critiquent en disant oui, les jeux, mettre des jeux sur ces ordinateurs, ça sert à rien, on va pas jouer là-dessus. Oui, mais malgré tout, les jeux, ils utilisent les dernières API, les dernières techno, Metal, les derniers shaders, les derniers sprites, etc. Et du coup, c'est des choses qu'on va retrouver dans des logiciels, par exemple, professionnels. Du coup, c'est extrêmement bien. Et les jeux, c'est aussi très pratique puisque ça utilise le CPU et le GPU, et des fois énormément le CPU. Et d'ailleurs, vous voyez ici, on a des exemples, par exemple, dans Tomb Raider, on va avoir des écarts absolument énormes sur un vieux jeu, par exemple le premier Tomb Raider là où effectivement on va avoir les plus 30%, les plus 100% même par rapport à la 560X, donc des résultats énormes. Et puis plus les jeux vont être récents, donc plus ils vont être gourmands en CPU, en GPU, et bien plus ces différences vont s'estomper. Vous voyez déjà dans Rise of the Tomb Raider c'est un petit peu plus serré, dans des jeux qui demandent beaucoup de CPU comme Deus Ex ou comme Dirt Rally, là on est presque au touche-touche avec les Vega 20, vous voyez qu'on gagne pas grand chose cette année. Donc effectivement, ça va beaucoup dépendre de l'utilisation du CPU et du GPU combiné. Alors là, il faudrait des petites sondes un petit peu partout, mais il faut voir qu'on arrive ici, je pense, malgré tout, aux limites thermiques de la machine. Donc voilà, c'est bien d'augmenter les performances, c'est bien d'avoir des cartes qui sont toujours plus, je dirais, efficaces, mais malgré tout, il faudrait aussi peut-être des cartes qui soient un petit peu plus économes en énergie, qui dissipent moins de chaleur, et c'est pas le fort d'AMD quand même depuis quelques années. Alors on termine avec des tests sur des applications professionnelles. Déjà, je vous ai mis un test théorique avec Luxmark, donc en OpenCL, on retrouve l'étagement que je vous avais présenté auparavant, la 560X qui est 2 fois plus lente que notre 5500M, la Vega 20 qui est à peu près 30% plus lente, et effectivement on retrouve ça sur des programmes comme Resolve par exemple dans cet effet grain de film qui utilise abondamment surtout le GPU. Alors là vous voyez qu'on gagne énormément par rapport à la machine qui est sortie en début d'année, par rapport au haut de gamme, on gagne presque 30%, donc c'est ce qu'on nous a promis. Et puis sur des tests comme Final Cut Pro avec des exports ProRes H264, là c'est déjà un petit peu plus mitigé, ça dépend si le programme utilise abondamment le GPU ou pas, mais par exemple sur ici la courbe verte, donc avec l'export donc 4K en flou avec des contrastes en ProRes 444, et là le gain est énorme, 30% par rapport à la carte sortie en début d'année, quasiment 2 fois plus rapide que la 560X, donc avec pourtant un processeur à 8 cœurs. Donc là on utilise beaucoup le GPU, et puis vous voyez que sur certains tests qui utilisent que le CPU, là on va gagner un petit peu, puis quand c'est un petit peu les deux, on gagnera pas forcément grand chose. Donc je pense que c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui, que les performances sont effectivement là si vous utilisez que le GPU, si vous utilisez que le CPU, mais dès que les deux sont un peu combinés, et voilà, ça se chevauche un petit peu et les gains sont un petit peu plus mesurés, mais ils sont quand même là. Voilà, je pense que c'était important de noter ça cette année. Alors un petit mot sur les SSD, voilà, 2,8, 2,6 gigaoctets secondes en lecture-écriture. Alors c'est un petit peu plus lent que les machines de l'an dernier, mais bon, ça dépend, on n'a pas encore reçu toutes les capacités, des fois il y a des petites différences quand même. Faut savoir aussi qu'on est beaucoup plus rapide que les MacBook Air, les MacBook Pro 13 pouces d'entrée de gamme qui sont sortis cet été, donc en tout cas vraiment pas de surprise au niveau du SSD, on a des
débit qui sont tout à fait corrects, malgré quand même la bonne baisse de prix de la part d'Apple. Alors Apple fait progresser un petit peu la partie sonore, et notamment les haut-parleurs. Alors moi, par rapport au modèle 2018-2019, je trouve qu'on avait déjà un excellent son. Là, effectivement, on gagne un petit peu plus de richesse, de basse. Le son est aussi un petit peu plus clair. Alors voilà, la différence est quand même moins nette avec ces machines-là qu'avec les modèles précédents qui étaient même beaucoup moins puissants. Là, on peut vraiment sonoriser une pièce, c'est assez impressionnant. J'irai pas faire du monitoring avec ça, j'irai pas non plus regarder un film pendant 3 heures avec ça, mais ça peut bien dépanner même quand on fait de la musique potentiellement. En tout cas, je vous ai fait un petit enregistrement. Alors voilà, mettez un bon casque si vous voulez entendre vraiment les différences entre donc les deux générations de haut-parleurs. Alors les améliorations touchent aussi au niveau du micro, c'est pour ça que j'ai amené mon ancien 15 pouces. Donc là je vous parle avec mon micro cravate. Ici on est sur donc le MacBook Pro 2018-2019, vous voyez que le son est toujours très correct. Et puis ici on passe sur la version 2020 et vous voyez que là le son est vraiment très bon et c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de progrès. Alors est-ce qu'il est aussi bon que mon micro cravate? Là à vous de me le dire, est-ce qu'il est aussi bon qu'un micro studio? Moi je pense que si vous faites du podcast et tout, vous allez forcément utiliser des micros spécifiques, mais voilà, c'est cool d'augmenter un petit peu en qualité. Ce que j'aimerais bien c'est qu'Apple aussi augmente la qualité de la caméra. Là on est toujours en 720p, vous voyez que l'image est quand même pas terrible et on est quand même en 2019, bientôt en 2020, le 720p c'est fini Apple. Alors je voulais aussi vous remonter quelques bugs que j'ai eu avec cette machine qui a l'air encore toute fraîche comme ça, puisque j'ai eu la touch bar qui s'est bloquée pas mal de fois, ce qui m'était pas arrivé depuis très longtemps. J'espère qu'ils vont faire une mise à jour pour que ça arrive plus, mais là quand vous pouvez plus régler le son ou la luminosité, que vous avez plus de touche physique, c'est quand même un petit peu problématique. J'ai aussi eu des problèmes avec la suite Adobe, alors c'était sous After Effects Premiere, j'ai certains formats vidéo qui affichaient vraiment des cochonneries à l'écran alors que ça marchait très bien avec les générations d'avant. Donc là aussi je pense un problème peut-être de pilote de la carte graphique qui est toute récente aussi. D'ailleurs en parlant de pilote, ceux de Bootcamp n'étaient pas disponibles, j'ai pas pu faire des installations de Windows, donc j'ai pas pu vous dire si ça fonctionnait bien parce que Apple les propose pas encore. Bon, ça va arriver ces prochains jours, mais je trouve que ça fait un petit peu tâche sur une machine pro comme ça. Et puis le dernier point, c'est sous Catalina. Forcément ici vous pouvez pas revenir sous Morave, et vous êtes obligé de rester sur ce système là qui accepte plus les applis 32 bits. Et là par exemple pour nos tests de jeux, la moitié des jeux qu'on a sur Steam, ils ne fonctionnent pas parce qu'ils sont 32 bits, donc c'est pas rien. Ici, quand vous achetez une machine comme ça, vous êtes obligé d'avoir Catalina. Donc voilà, si vous voulez pas avoir Catalina tout de suite, il faut reporter votre achat de quelques mois, le temps que tout ça se stabilise un petit peu. Alors maintenant, on va parler un petit peu d'énergie de consommation, puisque ici, on a un plus gros chargeur, 100 watts, puisque à l'intérieur, on a la plus grosse batterie qu'Apple ait jamais mis dans un portable. Donc là, on a fait des tests, ça tire effectivement un petit peu plus de 100 watts là-dessus, sachant que si on met ce chargeur-là sur une ancienne génération, ça tire que 90 watts. Donc vous voyez vraiment, la batterie en a besoin pour se charger un peu plus vite, c'est assez logique. Et puis je pense que la carte graphique aussi, elle doit tirer aussi pas mal, donc vraiment une machine qui a besoin d'un petit peu plus de puissance. Alors il y en a beaucoup qui m'ont demandé aussi au niveau de la chaleur, si elle chauffait moins ou plus que la génération précédente. Nous on a fait des tests avec des outils de mesure et très honnêtement on a trouvé à peu près les mêmes températures sur le haut de la coque, on est autour de 42-44 degrés, donc là pas tellement de changement. Sur les genoux aussi on a à peu près la même température. Et puis au niveau du bruit, alors là encore on m'a demandé si les ventilateurs se déclenchaient moins souvent, s'ils faisaient moins de bruit. Honnêtement j'ai pas vu de grosses différences par rapport au modèle 2018-2019. Voilà un petit extrait de la soufflerie du MacBook Pro, je vous fais écouter. Voilà, alors est-ce que c'est le MacBook Pro que tout le monde attendait? Peut-être pas entièrement, il a encore quelques défauts, il n'a pas de Wi-Fi 6, il n'a pas d'écran 4K, il n'a pas de caméra Full HD, mais en tout cas, moi je trouve que c'est une excellente cuvée. On a enfin un clavier fiable et agréable pour taper ça, vraiment, on le sent au quotidien. Ceux qui attendaient ça avec impatience, là vous êtes servis. On a des vrais gains en CPU, on a des vrais gains en GPU, on a le prix du stockage qui est en baisse, on a des meilleures capacités de base, les prix n'ont pas bougé, et puis on a une meilleure autonomie, ça on le vérifiera petit à petit. On a vraiment une config d'entrée de gamme, je trouve, qui devient un petit peu plus intéressante là avec ses 512 Go et puis ses bonnes performances. Donc voilà, la prochaine vidéo elle sera dédiée un petit peu plus à comparer les performances entre les différentes machines, mais en tout cas moi vraiment un très bon feeling, une très bonne cuvée cette année. Voilà les amis, n'hésitez pas à me poser des questions, évidemment j'y répondrai comme d'habitude avec plaisir dans les commentaires. Je vous ai mis aussi tous les liens dans la description. Bien sûr, si vous avez aimé, likez, vous abonnez à la chaîne, on a dépassé les 70 000 abonnés, merci à tous, on est vraiment très nombreux ici. Téléchargez bien nos applications mobiles, il y a de l'actu, il y a surtout des bons plans, notamment sur les MacBook Pro avec les offres de Noël, le Black Friday, bref ça arrive très bientôt. Et puis nous on se retrouve donc bien sûr sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.